Vous écoutez la valise diplomatique sur e-radio. La valise diplomatique avec Bokar Alpha Khan. La journée mondiale de l'eau est célébrée chaque année le 22 mars, depuis qu'elle a été instituée par l'ONU en 1992. 18 ans plus tard, en 2010, les Nations Unies reconnaissent l'accès à l'eau potable comme un droit fondamental. C'est donc le prétexte pour consacrer ce numéro de la valise diplomatique à la question de l'eau, notamment entre le Sénégal et ses voisins qui partagent le fleuve du même nom. Pour gérer ce patrimoine commun, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali créent en 1972 l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Ils seront rejoints par la Guinée en 2006. L'OMVS s'est vu assigner 3 objectifs: réaliser l'autosuffisance alimentaire par le développement des cultures irriguées, accroître la production hydroélectrique et mettre en œuvre un programme d'électrification rurale, développer les capacités de navigation. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Ahmed Diané Semega, le haut-commissaire de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Monsieur Semega, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut-commissaire de l'OMVS depuis 2017, mais avant d'être nommé à ce poste, vous avez été successivement au Mali, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau et ministre de l'Équipement et des Transports. Vous êtes un spécialiste des mines et vous êtes surtout malien, mais aussi un peu sénégalais car vous êtes né à Dakar, n'est-ce pas? Bien sûr, d'une mère qui est du Fouta et d'une grand-mère qui est aussi du Fouta, notamment de Guédé. Voilà, donc je suis aussi quelque part un fils du fleuve. Très bien. Voilà, donc votre proximité avec le fleuve est donc réelle. Et depuis votre nomination en 2017, quels sont les dossiers sur lesquels vous vous êtes penché en priorité? Khan, merci. Je voudrais saisir l'occasion que vous m'offrez d'abord pour remercier tous ceux qui vous écoutent et souhaiter à votre radio bon vent et surtout au service de la communication, de la bonne communication. Vous avez choisi, je crois, pour cette occasion, un sujet important qui malheureusement, enfin je dis malheureusement, n'est pas toujours, on va dire, en vedette. Et il faudrait d'ailleurs, au regard de son importance stratégique, la question de l'eau. Et vous saisissez l'occasion de la journée mondiale de l'eau pour en parler, et pour en parler avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, une organisation de bassin de référence. Permettez que je le dise, parce que c'est un success story africain, on n'en parle pas assez souvent. Et je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez d'en parler et de rendre un peu plus visibles les actions de cette organisation qui, moi je le dis très souvent, peut-être on dirait que je manque de modestie, est pour moi le meilleur élément, le meilleur exemple d'intégration en Afrique. Un maillon de l'intégration africaine en marche, en utilisant les ressources en eau. Donc, cela dit, les dossiers sont nombreux, mais il fallait en choisir les plus urgents. Parce que la question de la préservation de la ressource en elle-même est une question urgente. La ressource en eau est une ressource rare. Le fleuve Sénégal est un fleuve sahélien, et qui parle de fleuve sahélien fait tout de suite référence à la variabilité saisonnière et surtout à la difficulté, on va dire, environnementale que ce fleuve traverse, qui sont les zones notamment désertiques. Alors donc, il nous faut d'abord avoir en focus la préservation de cette ressource. Donc la question centrale aujourd'hui qu'on a, c'est comment accroître la régulation des débits du fleuve. Comment maîtriser davantage l'eau du fleuve. C'est une aberration. Chaque année, on reçoit, par la grâce de Dieu, bon an, mal an, des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau qui se perdent dans l'océan. Nous avons accru notre capacité de maîtrise, et cela nous le devons à la vision des chefs d'État qui ont présidé au destiné de cette organisation, en créant des instruments de régulation que sont les barrages. On en reviendra. Oui. Allez-y, oui. Voilà, donc je disais que la préservation de la ressource est un dossier important. Nous y travaillons, et pour ça, nous avons un programme d'infrastructure important qui est le barrage de Gourbassi, qui est une urgence parmi les urgences. Parce qu'aujourd'hui, le fleuve n'est régulé qu'à 45% sur l'ensemble du cours d'eau. Il faut accroître cette maîtrise, comme je l'ai dit, pour retenir davantage d'eau,
pour accroître, on va dire, les capacités d'utilisation de cette ressource. Alors, depuis 1972, M. Semega, l'OMVS a réalisé 2 barrages, principalement, donc celui de Diama et celui de Manantali, donc 1986 et 1988. Est-ce que ce n'est pas un peu court comme bilan en termes d'infrastructure? Vous avez raison, mais il faut aussi, après avoir dit ça, regarder la vérité en face. La vérité, c'est que l'environnement économique est difficile. Et les ouvrages de maîtrise d'eau sont chers, très coûteux. Et donc, nos États, très vite, lorsqu'ils ont créé l'OMVS, se sont attelés à la recherche de financement pour réaliser ces ouvrages dont vous parlez. Diama en 82, et puis plus tard Manantali en 86. Ce n'est pas rien quand vous regardez, on va dire, l'intervalle de temps. Mais depuis, comme vous le soulignez à juste raison, le rythme a baissé. Le rythme a baissé. Comme je l'ai dit, la seule contrainte, la contrainte lourde, c'est la contrainte du financement. Mais les problèmes entre les États aussi peuvent parfois ralentir la mise en œuvre de certains projets. On l'a vu entre le Sénégal et la Mauritanie, ça a ralenti un tout petit peu la mise en œuvre, en tout cas, de certains projets. Vous avez raison, mais dans le cas d'espèces, aujourd'hui, beaucoup moins les problèmes entre les États que cette difficulté d'avoir accès à des financements qui sont compatibles avec, on va dire, notre environnement économique. Oui, on va y venir d'ailleurs, parce qu'on va parler du barrage de Koukountamba en long et en large. Donc, ce que je dois dire, c'est que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est un instrument de stabilité des relations entre les États. Et je dois m'en réjouir, c'est un facteur de paix. Et c'est d'ailleurs sa réussite principale. Quand vous avez un cours d'eau transfrontalier, la gestion de ces eaux, partout au monde, est sujet souvent, et conflit souvent dur et très long. Chez nous, malheureusement, très heureusement, excusez-moi du lapsus, l'eau est facteur de paix. Et nous le devons à la solidité du socle juridique sur lequel a été bâti l'OMVS. Nous en reviendrons aussi. Donc, je veux dire, le problème principal, c'est l'accès au financement que nous pouvons mobiliser pour réaliser les infrastructures, beaucoup moins que les relations entre les États, fort heureusement. Alors, le haut commissaire que vous êtes, quelle est sa marge de manœuvre par rapport au chef d'État? Je suis mis en mission par les chefs d'État. Et donc, c'est eux qui me donnent ma feuille de route. Et elle est très claire. Il s'agit de coordonner toutes les actions tendant à la valorisation des ressources en eau du fleuve pour impulser le développement économique et pousser davantage, on va dire, l'intégration de nos économies. Et ce que j'essaie de faire. Mais vous savez, après les chefs d'État, il y a le Conseil des ministres. Nous avons 2 instances de décision. Et le Conseil des ministres, c'est elle qui met, si vous voulez, quelque part, en musique, la volonté des chefs d'État. Et nous exécutons au niveau du système, parce que nous sommes un système, l'OMVS qui est aujourd'hui composé par le Haut Commissariat et les sociétés de gestion. Nous mettons, on va dire, en acte ces décisions qui sont prises par les chefs d'État, à savoir l'ensemble des programmes, des projets, dont, on va dire, l'objectif central est la préservation de la qualité de la ressource et de la quantité par les retenues qu'on peut faire, mais aussi tous les programmes qui sont de nature à améliorer, on va dire, la résilience des populations par rapport au changement climatique, on en viendra, mais surtout à mettre ces populations du bassin en capacité de production, valoriser les terres, mais aussi des programmes qui ont tendance, heureuse d'ailleurs, à réduire l'impact, on va dire quelque part, négatif de la création de ces infrastructures. Parce que vous savez que quand on change le régime hydrologique du fleuve par la régulation, par la maîtrise, en créant ces ouvrages, il y a des impacts qui ne sont pas nécessairement que bons pour l'environnement. Mais fort heureusement, on les minimise par davantage d'investissements dans des secteurs économiques qui font que les populations ont plus, on va dire, accès à des solutions nouvelles qui leur permettent à la fois d'accroître leur production, si c'est le cas, ou en tout cas d'améliorer leur cadre de vie. Et je veux parler par exemple du projet, du programme de gestion, comment on appelle, des ressources, intégrées des ressources, PGIR en abrégé, qui est financé sur un prêt des États par la Banque mondiale, dont nous sommes aujourd'hui à la phase 2, qui est un vrai projet, on va dire, de mise en capacité des populations du bassin
pour à la fois lutter contre, on va dire, la dégradation des sols, pour ne parler que de cet aspect-là, mais surtout pour résister aux effets néfastes du changement climatique, et de l'autre côté, réduire l'impact, on va dire, de ce qu'on appelle des maladies tropicales négligées, ou par exemple la réduction de l'impact du paludisme, par exemple sur la santé des populations, pour ne parler que de ça. Alors, vous avez beaucoup parlé de problèmes de financement. Or, ce qu'on constate, c'est que le mode de financement jusqu'ici utilisé, c'est l'endettement des États membres qui permettent de lever des fonds pour financer les projets, notamment le fameux barrage de Koukountamba qui va coûter quand même la bagatelle de 650 milliards. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres formes de financement en faisant intervenir par exemple le privé, des partenariats avec les privés pour qu'ils fassent l'infrastructure et l'exploitent? Vous avez raison, et ce n'est pas une piste que nous écartons, bien au contraire. Mais ce qui était jusqu'à aujourd'hui, on va dire, beaucoup plus commode, on va dire, c'est l'endettement des États au regard de l'urgence des solutions à mettre en place. Vous savez, le privé, le moteur qui le conduit, c'est le profit. Et l'État, ce n'est pas nécessairement que le profit, on va dire en termes capitalistiques. L'État, c'est le profit pour le grand nombre. Et donc, partout au monde, les infrastructures lourdes, structurantes, sont mises en place par des fonds publics. Parce que si vous le faites en recourant au marché, le retour sur l'investissement, c'est ça le maître mot. Et en général, ça vient avec des conditions de coût du financement qui sont lourds à supporter. Parce que si on répercute cela sur le service de l'eau potable, vous imaginez que ce n'est pas soutenable. Oui. C'est pourquoi la référence, c'est, on va dire, l'endettement par l'État. Mais aujourd'hui, on le voit, cet endettement a une limite. Et c'est pourquoi votre question est très importante, parce qu'elle est au cœur des discussions aujourd'hui au niveau de notre organisation, qui a grandi, qui génère des ressources financières, parce que nous parlons de l'hydroélectricité. Vous avez par exemple la société de gestion de l'électricité de Manantali à Sogem, qui est à Bamako, qui est notre société de patrimoine, gère aujourd'hui des actifs qui sont, on va dire, le barrage qui est exploité par notre opérateur, qui est aussi une société, qui est la filiale de Sogem, qui est une société à part entière de l'organisation, qui a pris un peu, si vous voulez, la relève après que le premier contractant avec lequel nous avions convenu de l'opération de notre réseau, notamment Eskom, soit parti. Donc aujourd'hui, CEMAF exploite le réseau, vend de l'électricité aux sociétés d'électricité, Sénélec ici, ou Somelec, ou EDM. Et les revenus tirés de cette vente d'électricité sont conséquents. Ils servent à rembourser la dette, parce que vous savez, quand les États s'endettent, ils retrocèdent cette dette-là à la SOGEM, donc à l'OMVS, qui paye la dette à leur place. Et aujourd'hui, les fonds qui sont récoltés permettent de faire face aux risques hydrologiques, parce que nous faisons face, comme je vous l'ai dit, souvent à des variations saisonnières, à des climatiques durs, c'est un fleuve sahélien, et donc il faut mettre de l'argent pour que, face à ces risques-là, le barrage puisse continuer à faire son travail. Donc aujourd'hui, il y a une réforme qui est en cours à l'organisation. Depuis 2008, hein, ça traîne aussi. Oui, non, mais cette fois-ci, le focus est sur la capacité d'autofinancement du système. Parce que cette capacité est réelle. Aujourd'hui, en tenant compte de notre endettement, qui diminue d'ailleurs, parce que, on va dire, fort heureusement, le système est très bien géré, la transparence est totale dans les flux financiers qui sont générés. Et donc, aujourd'hui, il y a un bras financier que nous pouvons actionner pour lever des financements et réduire donc l'endettement des États et permettre que des programmes d'investissement prioritaires puissent être, on va dire, financés à partir de nos propres moyens. Et justement, pour permettre d'avoir un tout petit peu plus de lisibilité, le nombre de sociétés qui sont sous la coupe de l'OMVS est assez important quand même. On a la Soged pour le barrage de Diama, la Sogem, la CEMAF, vous venez d'en parler, la Sogenav, la Sogeo qui vient d'être créée pour les barrages en Guinée. Est-ce qu'il n'y a pas des soucis de coordination et de visibilité par rapport à tout cet écosystème mis en place par l'OMVS? Vous avez raison. Et donc, je reviens encore à cette nécessité de réforme. L'organisation a 47 ans. L'organisation de 1972 n'est plus celle de 2019, vous en convenez. Il y a un changement dans son environnement
socio-économique et politique. Mais il y a aussi le fait, comme je vous l'ai dit, qu'elle a grandi, parce qu'elle a créé des sociétés de gestion, et vous faites bien d'en parler. Mais vous savez, abondance de biens ne nuit pas. Lorsqu'il y a une bonne coordination, chaque société répond à une activité précise. La SOGEM est une société de patrimoine qui gère, on va dire, les ouvrages de production hydroélectrique. Manantali, Felou, Gouina en construction. Oui. Et pour Koukountamba, par exemple, vous avez la SOGEO, que vous n'avez pas citée, qui est la dernière... Ah, ok, d'accord. Oui. Je sais pas. Les hauts bassins en Guinée. Voilà, hauts bassins, vous connaissez... Ça me réjouit de savoir que vous connaissez très bien notre système. Alors, la SOGEO, qui est créée pour gérer les ouvrages de haut bassin, et qui est aussi, comme la SOGEM, une société de patrimoine. Et vous savez, la CEMAF, comme je l'ai dit, a été créée, c'est heureux, pour reprendre la main qu'avait laissée d'ailleurs précipitamment ESCOM, qui a géré le système pendant 10 ans. Et on voit que depuis que CEMAF a été créé, heureusement, il y a plus de création de richesses pour le secteur, parce que nous avons des ingénieurs très capables qui ont repris, on va dire, cette activité-là. Donc, ces sociétés sont créées, elles ont des objets très clairs, mais il y a, vous le dites, et j'en conviens, un besoin de coordination plus accrue de la part du Haut-Commissariat. Et c'est, on va dire, l'objet de cette réforme institutionnelle, je vous le concède, qui, je l'espère, n'aura pas la même suite que celle de 2008. Oui. Parce qu'aujourd'hui, véritablement, l'OMVS est à la croisée des chemins. Où nous regardons les choses en face et nous opérons un changement qualitatif en termes d'organisation institutionnelle pour tenir compte de la réalité qui est devant nous, qui est celle de la rareté des ressources en eau, de la difficulté d'accès au financement et de la nécessité, à cause de la montée en charge des besoins et de la conflictualité souvent entre les usages, avec une démographie qui augmente dans le bassin. Il y a un certain nombre d'enjeux en face desquels aujourd'hui il y a nécessairement un besoin de renouvellement des structures et surtout une meilleure coordination. Justement. Et je vous le concède, ce n'est pas le cas pour l'instant. Justement, alors on va prendre les choses point par point. Commençons d'abord par l'énergie. Alors, les objectifs manifestement n'ont pas été atteints de permettre aux pays membres de régler, en tout cas la demande, de trouver une solution à la demande énergétique qui est croissante et qui est importante. Donc on avait jusqu'ici que le barrage de Manantali. Alors, comment on compte développer cette offre énergétique pour permettre au pays d'avoir une énergie propre, mais aussi en quantité suffisante? Oui, mais il faut quand même, on va dire, nuancer votre propos. L'OMVS en elle toute seule, avec sa production hydroélectrique, ne peut pas faire face, on va dire, aux besoins en énergie électrique de nos... C'est l'un des objectifs qui... Oui, mais de nos 4 États. Je veux dire, oui. Elle ne peut pas à elle seule satisfaire cette demande. On est parce qu'elle est limitée en puissance. On a dans le bassin, on va dire, aujourd'hui, sans compter Koukountamba, on a 1000 mégawatts de potentiel disponible sur lequel on est en train de réaliser ce qu'on est en train de réaliser. Et d'ailleurs, c'est heureux, nos pays montent en puissance en termes de développement économique. Et qui parle de développement économique parle du sang comme le sang humain, c'est que l'électricité, il irrigue le corps, et sans électricité, il est illusoire de parler de développement économique. Donc, mais dans le mix énergétique, aujourd'hui, de nos États, la part qui est dévolue à l'hydroélectricité, qui n'est malheureusement pas très élevée au regard des besoins, est une part extrêmement importante en termes de gains pour nos pays. C'est une énergie propre, comme vous le savez. C'est une énergie à faible coût, en tout cas de production, et donc de vente. Mais c'est une énergie, et je vous l'ai dit, pour en disposer, il faut créer des infrastructures qui sont extrêmement chères. Vous-même, vous avez parlé tout à l'heure de Koukountamba, qui coûte excessivement cher, mais dont la rentabilité financière est évidente au regard, on va dire aujourd'hui, des besoins de nos populations. Et j'ai parlé aujourd'hui du mix énergétique au niveau des sociétés d'électricité, mix dans lequel la part de l'hydroélectricité est très très faible. Alors ce qui coûte cher aussi dans l'énergie, c'est d'abord la production, mais aussi le transport. Oui. Et est-ce que l'OMVS va continuer, via ces différentes structures, à assurer le transport surtout, qui coûte très cher? Mais oui, mais vous savez, c'est aujourd'hui
on va dire, en termes d'avantages comparatifs, c'est que l'OMVS offre de mieux, en tout cas dans le cadre de l'intégration future des systèmes électriques en Afrique. Et ça, on le doit à la vision des chefs d'État qui ont créé cette organisation, à celle de ceux qui ont maintenu cette vision et en donnant à l'organisation davantage de moyens, malgré les difficultés auxquelles nous faisions référence tout à l'heure. Nous avons un parc de production qui s'accroît. Vous avez parlé de Manantali, Felou sont en production, Manantali et Felou. Vous avez Gouina en construction, Koukoutamba le sera aussi, pour renforcer la production. Et vous l'avez dit également, il faut transporter l'électricité, et ce n'est pas rien. Oui. Nous avons, et justement en droite ligne de ce constat, fait le design d'un projet qu'on a appelé Manantali 2, oui, qui est en fait la réhabilitation des groupes, parce qu'ils ont un certain âge, donc le renouvellement, on va dire, des outils, mais également l'accroissement de la capacité de transport, parce qu'il y a de nouvelles constructions qui sont en cours. Aujourd'hui, notre système est presque saturé, donc il faut de nouvelles lignes. Et donc, vous avez aujourd'hui Manantali 2 avec des nouvelles lignes d'interconnexion qui renforcent le parc déjà existant. Et c'est pourquoi, je suis absolument d'accord avec vous, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais fort heureusement, avec la solidité institutionnelle de l'organisation, qui est une organisation de référence, je le dirais chaque fois que je pourrais, il n'y a pas de problème en réalité à attirer, on va dire, l'intérêt des investisseurs, que sont les multilatéraux. D'ailleurs, quand je parle des investisseurs, je parle des institutionnels, comme la Banque mondiale qui finance, l'AFD et d'autres. Mais aussi, on va dire, des sociétés aujourd'hui qui sont, on va dire, des grands dans le secteur de la construction d'ouvrages, qui veulent, en recourant à des prêts financiers supportables par notre système, concourir à la réalisation de ces infrastructures-là avec nous. Donc, il y a aujourd'hui une très grande visibilité par rapport aux objectifs que nous nous fixons d'amélioration et de la production et de la capacité de transport, et cela dans le cadre du marché africain de l'énergie qui est en train de s'ouvrir. Alors, vous écoutez la valise diplomatique sur e-Radio. Notre invité aujourd'hui, c'est Ahmed Diané Semega, haut commissaire de l'OMVS, en marge donc de la journée mondiale de l'eau. Et nous parlons avec lui justement des différents projets autour de ce fleuve Sénégal que nous partageons avec le Mali, la Guinée et la Mauritanie. Monsieur Semega, l'essentiel des projets sur l'énergie, aujourd'hui, en termes de barrages, sont faits en Guinée. Est-ce que le retour de la Guinée en 2006, enfin, ou en tout cas son absence depuis les années 70, voire même 60, n'a pas handicapé un tout petit peu l'organisation? Parce qu'en fait, le potentiel hydroélectrique, il est en Guinée. Il n'est pas dans les 3 autres pays. Bon, je vais nuancer encore votre propos. Vous savez, le socle sur lequel l'OMVS a été construit, et qui fait aujourd'hui que c'est une organisation solide. C'est une organisation, on va dire, qui est regardée partout comme un modèle de réussite. C'est la solidarité. La solidarité dans l'équité. Et partout ailleurs, c'est malheureusement ce qui fait défaut. Je ne parlerai pas d'un cas spécifique, mais si vous regardez aujourd'hui un globe, et vous regardez la gestion des eaux transfrontalières, vous vous rendrez compte très 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 vite que ce qui a été réussi ici, en Afrique, notamment entre le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée, est véritablement, on va dire, à saluer par rapport, je veux dire, à ce constat qui est qu'un fleuve africain, dans un environnement difficile, ses eaux sont partagées dans un souci de solidarité. Mais il y a un peu de politique. Il y a beaucoup de politique. Forcément. Mais c'est de la politique, on va dire, dans... Et les faits, la politique, c'est réglé... À part Felou, tous les barrages dont on parle, les projets à venir, mais sont en Guinée. C'est pourquoi et c'est pas pour rien qu'on dit d'ailleurs que le Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique. Donc, si la Guinée avait quitté l'organisation donc, dans les années 60, enfin 70, en tout cas en 72, quand on crée l'OMVS, la Guinée n'en faisait pas partie. Elle est revenue en 2006. On peut se dire que ça a contribué à retarder, en tout cas un tout petit peu, la réalisation des missions de l'OMVS. Non. Du moins sur le plan énergétique. Ok, vous pouvez le dire, mais en fait, la Guinée avait quitté en 1968 avec l'ORS, qui a l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, qui a cessé de fonctionner, et c'est en réponse à la demande de maîtrise des eaux du fleuve pour lutter à l'époque contre les effets désastreux de la sécheresse des années 70-72 que les États
le Sénégal, le Mali et la Mauritanie ont créé à Nouakchott, comme vous le dites tout à l'heure, l'organisation. Mais la Guinée, avec l'OMVS, avait des programmes pour valoriser le potentiel. Même si elle n'était pas membre. Oui, même si elle n'était pas membre. Et son retour, de toute façon, a été largement anticipé. Mais vous savez, et vous l'avez dit vous-même, la problématique centrale, c'est la problématique de l'accès au financement. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ce facteur-là qui a ralenti le rythme de mise en œuvre du programme d'infrastructure que, en réalité, la non-adhésion de la Guinée, ou bien l'adhésion, la réintégration tardive de la Guinée dans sa famille d'origine. Je le pense très honnêtement, parce que, je vous le dis aussi, le potentiel au niveau du haut bassin et du moyen bassin, notamment au niveau du Mali, n'est pas négligeable. Manantali, Felou, Gouina, et vous avez Badoumbé, vous avez Gourbassi qui n'ont pas été réalisés, qui sont pour autant, qui ne sont pas nécessairement en Guinée. Donc, ce n'est pas, je pense, la non-adhésion ou la réintégration tardive de la Guinée qui était un facteur bloquant. D'accord. Le facteur bloquant, le facteur limitant, ce sont les ressources nécessaires pour le financement des ouvrages. Alors, Koukoutamba, ce sera prêt quand? Est-ce que l'argent est là? L'argent n'est pas là. 650 milliards. Hein, l'argent, il faut aller le chercher. Parce que nous avons expérimenté un nouveau mode de financement. Oui. EPCF, c'est assez barbare comme terminologie, c'est-à-dire c'est une construction clé en main avec apport de financement. Nous avons procédé ainsi pour aller vite dans la mobilisation du financement. On va dire la source de financement est là. Et là, il y a un intérêt à financer ce projet qui est un projet régional. Donc, nous n'avons pas beaucoup de soucis à nous faire par rapport à notre capacité de mobiliser ce financement. Il nous fallait choisir parmi les modes de financement celui qui, on va dire, allié à la fois, on va dire, du réalisme, trouver une société qui peut faire le travail, et aussi avoir les moyens d'aider l'organisation à mobiliser ce financement, notamment auprès du bailleur de fonds, on va dire, ciblé, qui est Exim Bank de Chine. Donc il est attendu de ce barrage 300 MW, c'est ça? 294 pour être précis. Oui. Voilà, mégawatts. 888 gigas. Et donc ça devrait régler les problèmes d'approvisionnement en énergie des 4 pays? En partie. Mais comme je vous l'ai dit encore, M. Khan, le mix énergétique, oui. Vous savez, plus vous vous développez, plus vos besoins en énergie s'accroissent. Et donc, le potentiel hydroélectrique étant limité, c'est clair qu'il faut l'exploiter, parce que c'est une énergie bon marché et propre, mais à elle seule, elle représente une part infime au regard de la montée en puissance de nos économies. Ce qu'il faut développer à côté, et j'espère qu'on en parlera, c'est aussi la vocation de l'OMVS, c'est l'ensemble du potentiel en solaire, par exemple, et en éolienne. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'à terme, les barrages, bon, d'ailleurs, dans certains pays développés, on a arrêté de les construire à cause de la montée en puissance des environnementalistes. Bon, on pourrait discuter des heures sur on va en dire 2 mots tout à l'heure. La pertinence ou non de certains arguments. Mais ce qui est réel, c'est que, on va dire, les barrages, on connaît leur capacité, on sait aussi leur fragilité par rapport à l'environnement. Mais il y a le soleil. Et il y a un bassin aujourd'hui qui a ce potentiel-là et qui permet d'ailleurs d'améliorer, on va dire, les barrages hydroélectriques. Aujourd'hui, vous savez, il y a un couplage qui est possible à faire entre la production solaire, qui est une production intermittente, et qui est difficile aussi par rapport à la qualité des réseaux que nous avons. Ça, c'est des questions techniques, parce que l'injection du solaire sur les réseaux pose problème souvent par rapport à la perturbation qu'elle induit. Donc il faut avoir une production ailleurs, qu'elle soit thermique ou hydroélectrique suffisante pour amortir un peu le choc de cette injection. Ce qui pose problème dans nos environnements, malgré, on va dire, la montée en puissance, encore une fois, de cette demande-là et l'amélioration de la technologie solaire qui fait que cette énergie-là aujourd'hui est de plus en plus disponible. Nous avons lancé à l'OMVS l'initiative pour la génération de 400 MW d'énergie solaire. Dit comme ça peut paraître extraordinaire, mais en valeur absolue, ce n'est pas beaucoup.
Mais on a le potentiel. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux systèmes qui sont développés et qui permettent de valoriser le solaire, mais autrement que par le passé. Aujourd'hui, quand vous parlez de solaire, la question qui taraude les esprits, c'est tous les espaces qui sont nécessaires. Nécessaires pour mettre les panneaux. Pour mettre les panneaux. Oui. Mais savez-vous qu'il y a aujourd'hui une capacité de les mettre sur l'eau, en développant vraiment des systèmes flottants. Imaginez si, au niveau du barrage de Manantali, avec son formidable lac qui est une mer intérieure, on pouvait mettre une capacité flottante en solaire qui viendrait s'accoupler à la production hydroélectrique. Et ça, c'est envisagé. Nous allons lancer d'ailleurs bientôt un atelier pour valider les choix stratégiques que nous avons faits à partir des références qui sont aujourd'hui disponibles. Parce que ça, c'est une source additionnelle. Manantali fait 200 MW, Felou 60 MW, Gouina 140 MW. Si nous faisons 400 MW, nous doublons pratiquement notre capacité hydroélectrique en solaire et nous la mettons en couplage avec l'hydroélectricité. Ça peut paraître facile comme ça, oui. Mais qui ne rêve pas ne crée rien. Et pour peu qu'on trouve les financements. On les trouvera. Vous savez, le financement, pour moi, est certainement beaucoup plus accessible aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelque temps. En fait, vous êtes en train de nous dire que le haut-commissaire passe son temps à chercher de l'argent. Pas que ça. Il a géré un système qui n'est pas facile. Mais vous savez, je suis en mission pour valoriser la ressource. Je ne peux pas la valoriser si je n'ai pas d'argent. Mais je n'ai de l'argent que si je suis crédible. C'est pourquoi je vous dis, la question du financement, pour moi, n'est pas aussi compliquée qu'elle pouvait l'être par le passé. Parce que la montée en puissance du système aujourd'hui a clairement prouvé que c'est un système solide. Les États n'ont jamais démenti la vérité de leur coopération, on va dire, au niveau de l'OMVS. Chaque fois qu'il y a des difficultés, on les résout d'une manière ou d'une autre. Et je crois que c'est cette flexibilité, ce réalisme qui fait que l'organisation a gagné, on va dire, en crédibilité. Malgré, je vous l'ai dit, et je suis absolument d'accord avec vous, la lenteur de mise en œuvre des infrastructures. Mais ça, c'est compréhensible, je vous l'ai dit. Parce que quand le système de décision repose sur le consensus, sur l'unanimité, il faut que chacun soit d'accord. L'unanimité, l'égalité, la solidarité, tous ces concepts-là sont vides de sens s'ils ne reposent pas sur, on va dire, un objectif clair. La volonté de mettre... Et ça n'a jamais été démenti. Et pour le faire, il faut le faire aussi à partir des critères qui sauvegardent l'intérêt de chacun. Parce que, écoutez, c'est quand même pas une œuvre de bienfaisance. C'est pourquoi il y a une clé de répartition que nous sommes en train de réviser. Cette clé est vieille, elle date de 1986. Coûts et charges. Parce que c'est sur cette base que le Sénégal, qui supporte souvent une grande partie de la dette, trouve son compte par rapport aux autres. Vous savez, c'est pourquoi je dis le socle, c'est la solidarité. Si vous regardez le bassin, vous verrez qu'au Mali, il y a une production... Qu'est-ce que le Mali gagne aujourd'hui? C'est l'hydroélectricité qu'elle partage avec les autres. Si vous prenez Manantali, par exemple, le Mali à 52%, le Sénégal et la Mauritanie se partagent en reste. Mais si vous regardez la production, on va dire agricole, c'est-à-dire la mise en valeur des terres, la totalité, la quasi-totalité, j'allais dire, se trouve entre le Sénégal et la Mauritanie. Parce que justement, la Guinée et le Mali n'en tirent pas beaucoup. La transition est toute trouvée parce qu'on va parler du second point qui est justement l'irrigation. C'était l'un des objectifs de l'organisation, réaliser l'autosuffisance alimentaire par le développement des cultures irriguées. Oui. Là aussi, depuis que le barrage de Diama a été mis en place, avec notamment parce que le barrage de Diama, je le rappelle, sert à retenir le sel, donc pour permettre donc d'avoir un barrage anti-sel. C'est un barrage anti-sel. Et donc les terres irriguées, donc ainsi disponibles, n'ont pas été suffisamment exploitées parce que jusqu'à présent, les pays parlent encore de projets d'autosuffisance alimentaire et on est dans les zones de 2020, etc. Il y a un problème. Oui, je ne le conteste pas. Mais il y a à regarder aussi les avancées. Vous savez, le potentiel irrigable dans la vallée, en tout cas sur le bassin, est estimé à environ 408 000 hectares. Oui. Sur ces 408 000 hectares, disons que à peu près 212 000 ont été aménagés. Et sur ces 212 000, vous trouverez qu'il y a à peu près un tiers qui sont aujourd'hui véritablement exploités.
Pourquoi ce fait? Les raisons sont multiples. Vous avez la qualité des premiers aménagements, n'était pas extraordinaire, donc certains ont été abandonnés. Mais vous savez, l'État ne peut pas tout faire, malgré sa volonté. Et nos États, en tout cas la Mauritanie et le Sénégal qui se partagent la quasi-totalité du potentiel agricole, ont quand même, ces derniers temps, développé des initiatives très fortes en matière de développement de l'agriculture irriguée. C'est à saluer. Mais, vous savez, ça coûte cher. Ça coûte cher et nos États arbitrent entre plusieurs urgences. Mais la première urgence, comme vous dites, c'est l'urgence alimentaire. Oui. C'est l'urgence même. Mais oui, aujourd'hui, au niveau du bassin, moi, je dois vous dire, en tout cas, je me suis rendu à Matam et j'ai vu avec bonheur le développement pratiquement exponentiel, en tout cas, disons ça avec quelques nuances, des capacités aujourd'hui qui est en œuvre à cause des programmes volontaristes qui sont, on va dire, soutenus par l'État sénégalais de ce côté, et également en Mauritanie de plus en plus. Oui. Donc, mais en face, il y a une question centrale. L'État ne peut pas tout faire, c'est l'État qui aménage, et c'est l'État qui tente également de fixer les populations et en leur rendant ces terres aménagées. Mais c'est ça le problème. Mais le véritable moteur, on va dire, pour déculper cette capacité de production agricole, repose sur l'attrait du privé. Mais le privé ne peut pas s'aventurer dans un domaine comme celui-là. Mais c'est ça le problème en fait. Parce que en fait, les terres irriguées qui ont été mises à disposition et qui ont été aménagées ont plus profité aux grands groupes agro-industriels qu'aux populations locales qui étaient de petits producteurs et qui n'ont pas les moyens d'aménager ces terres et de les mettre en exploitation. C'est un peu ça le souci qu'on a. Oui, mais ce souci, il est pris en charge de plus en plus au niveau des États. Vous me permettrez de ne pas trop m'étendre sur la politique agricole des pays. On ne peut pas imputer ce fait directement. Oui, mais ce que je remarque, c'est que de plus en plus, c'est heureux. Franchement, il y a des initiatives qui sont développées au Sénégal, je l'ai vu sur le terrain. Oui, notamment le programme d'autosuffisance en riz. Voilà, qui permettent véritablement de faire en sorte que les populations de la vallée tirent le maximum de profit. Mais vous avez la question centrale du foncier. Oui, je vous en parlais. Parce que l'un dans l'autre, que ce soit le privé, pris d'une manière générale en termes capitalistiques, ou les populations qui vivent de l'agriculture sur ces terres-là, si on parvient à régler cette question d'accès à la propriété foncière, en améliorant la capacité d'endettement même de ces petits producteurs, on décuple d'autant, on va dire, les forces extraordinaires qui permettent de résoudre ce problème de souveraineté alimentaire. Moi, c'est comme ça que je dis les choses. Mais il y a en miroir toujours cette question centrale, qui est la question de la ressource en eau. La ressource diminue, la ressource est fragile. En face, il y a une montée en puissance des besoins. Il y a une montée en puissance des usages. Parce qu'il n'y a pas que l'eau pour l'agriculture irriguée. On parlera, je l'espère, de l'eau potable. De l'eau potable, oui, on va en parler, oui. Mais tout ça, les États font un arbitrage, en tout cas sur leur territoire, avec, bien sûr, l'appui de l'OMVS. Vous savez, nous avons ce qu'on appelle un organe consultatif important qui se réunit 5 fois par an et qui réunit tous les les représentants des utilisateurs significatifs. Oui. C'est la commission permanente des eaux. Elle vient de se tenir d'ailleurs à Conakry, parce que tourne de façon tournante, pour regarder la ressource disponible et les allocations par rapport aux besoins. Cet arbitrage-là permet de veiller sur les quantités d'eau disponibles pour l'agriculture, l'eau potable et les autres usages. Et donc, je veux surtout en parler pour insister sur le fait que cette ressource-là, on peut bien la maîtriser et la mettre au service du développement agricole dont vous parlez, à la condition que ceux qui en sont les bénéficiaires prennent conscience de sa fragilité. Alors, d'accord, les populations, justement, les petits producteurs qui sont dans le bassin du fleuve Sénégal, se plaignent aussi de ne pas connaître l'OMVS et de ne pas être impliqués dans la réalisation de ces missions. Ça crée des incompréhensions parfois qui peuvent être préjudiciables à la réalisation de certaines missions. Vous avez absolument raison. Et c'est pourquoi moi je vous remercie de me donner l'opportunité, à tout le moins, d'en parler. Et nous en parlerons de plus en plus. Parce que le drame, enfin, j'exagère, c'est un mot lourd, le drame.
Mais pour dire le problème, c'est que c'est comme transpirer sous la pluie. Il y a énormément qui est fait par les États, parce que les États qui n'ont pas beaucoup de moyens. Si je vous prends par exemple le PGIR, le projet dont je viens de parler tout à l'heure, qui est financé à hauteur de 245 millions de dollars des États-Unis sur endettement des États, sa vocation essentielle, c'est justement de permettre à ces petits paysans de la vallée, du bassin d'une manière générale, d'améliorer leur capacité de production et de faire face aux problèmes quotidiens en leur donnant plus de moyens. Et c'est sur le terrain, que ce soit les périmètres irrigués villageois, que ce soit les adductions d'eau potable, les mini-adductions d'eau potable, que ce soit les pêcheries artisanales, les marchés à poissons, et j'en passe, sans parler de cette irrigation aussi à une moyenne échelle pour permettre aux coopératives et autres d'avoir plus de capacité de production. Je dis tout ça est mis en œuvre pour justement que les populations du bassin vivent de leur activité par rapport à la maîtrise de l'eau qui est faite par les États à grands frais, en tenant compte de leurs possibilités. Donc, c'est vrai, on ne fera jamais assez, on ne fera jamais, on va dire, à hauteur de souhait total par rapport aux besoins qui sont énormes. Mais on fera toujours par rapport à cette mission centrale qui est la nôtre, qui est de faire en sorte que les eaux du fleuve servent à déclencher le développement. C'est ce que les États font. Mais je voudrais insister sur cette question parce que vous avez raison. Oui. Vous avez raison de dire qu'il faut que l'action que nous menons soit connue. C'est pourquoi je trouve que le manque de visibilité de l'organisation est absolument désastreux pour elle à terme. Savez-vous que dans chacune de nos capitales, pour marquer l'importance stratégique de cette organisation, les chefs d'État avaient tenu personnellement à l'époque à avoir des places au MVS. Est-ce que vous connaissez là où se trouve la place au MVS de Dakar? Oui, c'est le rond-point vers l'école police là. Oui, elle est à l'abandon. Oui. Et nous voulons aujourd'hui la restaurer. Ça relève de la mairie, non? Oui, mais elle porte notre image. Oui. Elle porte le sceau de cette solidarité. Et c'est bien pourquoi nous voulons, avec la mairie, travailler justement à refaire en sorte que les gens se disent, mais l'OMVS c'est quoi? À susciter cette interrogation, à faire en sorte que davantage d'élèves, mais surtout les hommes de médias comme vous, vous intéressez à cette organisation. Très bien. Et sur le plan environnemental, les populations aussi vivent les effets du changement climatique et surtout de l'action de l'OMVS en termes d'aménagement, de construction de barrages, etc. La première question que je voudrais vous poser par rapport à la problématique environnementale, c'est est-ce que le fleuve est menacé par le changement climatique? Comme les autres fleuves en Afrique, ou le lac Tchad, par exemple, ou d'autres cours d'eau dans le monde. Et oui, mais je ne vais pas faire aujourd'hui les oiseaux de mauvais augure, hein, mais c'est clair que les effets sont visibles. Et c'est pourquoi les climato-sceptiques, comme on les appelle, on va dire, je ne sais pas quel est l'objectif qu'ils visent, mais la réalité est là. Surtout, comme je vous l'ai dit, le Sahel. La particularité du Sahel, c'est que les conditions de vie sont extrêmement rudes. Elles sont rudes pour tout le monde, en commençant par le fleuve qui, sur son cours, n'est-ce pas, quitte des zones très arrosées, moyennement arrosées, pour venir dans des zones extrêmement arides. Et donc, la diminution des apports fluviaux dans le haut bassin se traduit nécessairement par la diminution en aval, avec tous les problèmes que ça suscite. Et son environnement se dégrade aussi, mais la dégradation n'est pas que du fait des changements climatiques. La dégradation est aussi du fait de l'action de l'homme, oui, qu'on appelle l'action anthropique. Vous prenez par exemple l'activité d'orpaillage. Elle est dévastatrice. Et d'ailleurs, nous avons un projet véritablement de sensibilisation, pour commencer par là, mais plus tard, mettre les États devant leurs responsabilités parce que nous sommes en train collectivement de tuer le fleuve. Quand je dis collectivement, soit par l'indifférence ou à tout le moins par le manque d'action. Quand je vous jure, si vous voyez la Falémé, qui est un affluent important du fleuve, une artère centrale. D'ailleurs, c'est sur elle, à la frontière sénégalo-malienne, que nous comptons ériger Gourbassi pour améliorer, comme je vous l'ai dit, on va dire, la qualité du plan d'eau, pour la relever un peu.
parce que Gourbassi permettra d'atteindre 65 à 70% de régulation du fleuve par l'apport de ces eaux, des eaux de la Falémé. Mais la Falémé aujourd'hui est en danger de mort, que ce soit du côté sénégalais ou du côté malien, par l'orpaillage. L'effet mécanique du dragage qui crée énormément de sédimentation, sans parler de la qualité des eaux complètement compromise par, on va dire, le traitement des extraits. Tout ça est un problème gravissime, donc qui affecte la qualité de la ressource en eau, en la diminuant et en la polluant. Et donc aujourd'hui, il y a une réponse, on va dire, absolument dynamique, forte à avoir pour réduire ces impacts qui sont absolument dévastateurs. Mais justement, l'un des points faibles d'ailleurs de l'OMVS dans les années 70 et 80, c'est, je ne vais pas dire, ils n'ont pas pris en compte les questions environnementales assez, mais aujourd'hui c'est plus d'actualité. Ouais. Et c'est un enjeu central. Ouais. Mais à l'époque, dans les années 70-80, ça l'était moins. Oui, mais ça, ce n'est pas que l'OMVS, c'est un phénomène global. Aujourd'hui, c'est clair que l'écologie est un thème, on va dire, porteur pour tout le monde. Et c'est tant mieux, parce que la dégradation du climat est visible. Et à l'époque, les problèmes ne se posaient pas comme ça. Ce n'est pas pour autant que ces questions-là n'étaient pas prises en charge. Aujourd'hui, heureusement, il y a un développement des capacités de résilience, comme j'ai dit, que ce soit au niveau de Manantali ou de Diamant, qui ont été les premiers ouvrages construits et qui ont créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le changement du régime hydrologique, on va dire des impacts. Il y a une réponse qui a été, on va dire, mise en place. Est-elle suffisante par rapport à l'ensemble de la question, par rapport à sa complexité? Je ne peux pas le dire, on va dire, je ne peux pas l'affirmer clairement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réponses, que ce soit au niveau du projet dont j'ai parlé tout à l'heure, et j'insisterai là-dessus, pour, on va dire, d'abord étudier le phénomène, parce que vous savez, on parle du changement climatique, on parle d'effets dévastateurs, on va dire, de la dégradation du climat, mais pour autant, connaît-on suffisamment le système, en tout cas dans notre bassin? Oui. Nous l'étudions. Nos chefs d'État qui ont ce souci-là ont en 2015 fait une déclaration importante pour à la fois que les consciences se réveillent, mais pour mobiliser davantage les synergies autour de cette question centrale qui va affecter la ressource et qui va affecter le bassin. Et avec ça, il y a un projet aujourd'hui que nous appelons le PIC, c'est assez rébarbatif aussi, programme d'impact, d'investissement climatique, chiffré à plusieurs milliards, qui permettra, ce programme-là, en tout cas de lutter efficacement contre la dégradation, on va dire, de l'environnement du bassin. Alors, Ahmed Diané Séméga, on a le fleuve Sénégal entre nos différents pays, mais dans ces États-là, on a soif. C'est le cas du Sénégal, par exemple, qui a eu recours récemment à un projet de désalinisation de l'eau de mer pour régler les problèmes un peu de consommation d'eau, notamment dans la capitale. À Nouakchott, bon, le problème est un peu moins prégnant, grâce à l'OMVS d'ailleurs, parce qu'il y a un approvisionnement, je pense, de l'ordre de 100% pour la capitale mauritanienne via le fleuve Sénégal. Comment expliquez-vous qu'on arrive encore en 2019 à avoir des problèmes d'approvisionnement en eau alors qu'on a un fleuve? Comment on se répartit la ressource? Oui, mais bon, encore une fois, c'est comme pour l'hydroélectricité. Le fleuve, d'abord, est dans un bassin, et un bassin, géographiquement, a des limites. Et ces limites, à l'intérieur d'un pays, sont connues. Elles ne couvrent pas la totalité du pays. Donc, les besoins ne peuvent pas être couverts que par l'apport du fleuve, en partie. Mais là où c'est possible, c'est fait. Moi, je salue, je vous le dis très honnêtement, aussi bien la Mauritanie que le Sénégal pour les efforts qui ont été déployés pour, en tout cas, la maîtrise des eaux du fleuve pour l'eau potable. Vous prenez le défluent lac de Guers qui donne à Dakar et à la capitale et à l'agglomération dakaroise, on va dire de l'eau de très bonne qualité. Ce sont des efforts remarquables et qui sont, je crois d'ailleurs, en accroissement permanent. Je sais qu'il y a des projets, on va dire de plus en plus ambitieux, de faire en sorte qu'il y ait davantage de maîtrise de cette eau-là, du fleuve, pour résoudre les problèmes d'alimentation en eau potable, à Dakar ici. Aussi bien qu'à Nouakchott. Mais vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la montée
de la démographie et donc l'accroissement des besoins. L'accroissement des besoins par rapport à une ressource qui se raréfie. On ne reviendra pas sur les causes qu'on a indexées tout à l'heure. Mais en face, comme je vous l'ai dit, il y a des projets sérieux. Il y a des programmes qui sont en œuvre, aussi bien au Sénégal, en Mauritanie qu'au Mali, parce que la ville de Caille, qui est une ville importante, l'eau potable vient du fleuve. Donc, je sais qu'il y a des projets qui sont en cours, mais l'eau du fleuve à elle seule ne suffit pas. Mais il faut davantage, on va dire, la soigner. Parce qu'on parlait peut-être en filigrane de la quantité, mais on n'a pas parlé de la qualité. Et il faudrait en parler. Notre réseau de contrôle de la qualité des eaux est très peu significatif. Il faut l'améliorer, il faut le densifier. Nous y travaillons. Donc, je veux dire simplement à la réponse à votre question, que les questions liées à l'eau, à l'accès à l'eau, sont des questions centrales. Mais que ce soit pour la Mauritanie, comme pour le Mali, comme pour le Sénégal, qui sont les États de nos fleuves, de notre organisation, ces questions-là, en tout cas par rapport à l'OMVS, sont bien gérées. Et elles sont gérées à l'intérieur des programmes qui sont initiés, toujours en accord avec l'OMVS. Et voilà ce que je pourrais en dire. Dernier point, la navigabilité. C'est un point important, notamment pour le Mali, parce que, comme vous le savez, le Mali n'a pas de façade maritime. Donc l'accès à l'océan par le fleuve pourrait être une solution pour le Mali. En termes de navigabilité, avec tous les barrages qui sont annoncés, comment cela se met en place pour circuler sur le fleuve? Vous avez raison de poser cette question. Mais il n'y a pas... Vous savez, le projet de navigation est souvent très mal compris. Il est regardé le plus souvent à travers le strabisme malien, parce que le Mali n'ayant pas de façade maritime. Mais c'est le projet le plus structurant de l'organisation. Je le dis, et en pesant bien mes mots, mais c'est le parent pauvre de tous les projets. C'est quand même contradictoire. Voilà, et c'est l'un des premiers projets de l'organisation, programme, qui n'a jamais vu le jour. À cause de la complexité quand même du problème, on ne peut pas non plus évacuer cette question comme ça. Parce qu'il s'agit, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'eau du fleuve, qui sert à la fois à l'alimentation en eau potable qu'à l'irrigation, pour ne parler que de ses usages. Donc, il fallait bien étudier cette question. Ça a pris beaucoup de temps, je vous le concède. Mais aujourd'hui, le projet a été étudié complètement. Je pense que c'est l'un des projets les mieux étudiés de l'OMS, sinon le plus étudié. Sous toutes les facettes. Et il coûte cher aussi. Et il coûte cher, relativement. Rien que le port a prévu à Saint-Louis, 500 millions d'euros. Non, 300 millions d'euros. Mais voyez ce que ce port-là peut servir comme déclic au développement de Saint-Louis et de sa région. Je ne parle pas que de l'investissement, je parle du port de pêche, je parle du port fluvial-maritime. Et ce projet n'est pas en concurrence, comme très souvent, très malheureusement, les gens ont tendance à le faire avec le port de Dakar ou bien avec le rail. Il vient en complément de ces projets. C'est pourquoi il est au cœur d'un projet plus global qui s'appelle le CITRAM, qui est un système intégré de transport multimodal. Mais bon Dieu, on ne réinvente rien, on fait comme ça a été fait ailleurs. Vous prenez le port d'Hambourg aujourd'hui, qui est un port fluvial-maritime, mais l'essor de la ville d'Hambourg a reposé sur le développement de ce port-là. Prenez la ville de Montréal, avec le Saint-Laurent, et le port fluvial-maritime de Montréal. Mais on recrée exactement les mêmes conditions à l'embouchure. Saint-Louis est une ville extrêmement dynamique. C'est un trésor monumental pour l'Afrique qui peut revivre, qui doit revivre à partir de ce projet. Et je peux vous dire, les populations de Saint-Louis attendent ce projet avec tellement d'anticipation qu'il serait dramatique qu'on ne le réalise pas. Mais moi, je suis très optimiste, je vous le dis très honnêtement. Ce projet n'a jamais été aussi proche d'être réalisé que maintenant. Il y a une conjugaison, la volonté des chefs d'État, encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est eux qui décident de ce que cette organisation peut devenir, et ils veulent que ce projet soit réalisé. Aujourd'hui, nous avons le financement, nous avons la société, les études, nous avons les études. Maintenant, restent les modalités pratiques de mobilisation de ce financement, surtout à régler les derniers points relatifs au contrat commercial. Mais ce projet est structurant. Un port fluvial-maritime à Saint-Louis, un port fluvial à Ambididi,
c'est-à-dire à l'autre bout du chenal. 905 km, c'est un chenal très long, un chenal très compliqué. Il est cher pourquoi? Parce que vous avez à peu près 69 biefs à draguer. Parce que le fleuve, c'est ensablé. La dernière navigation, si j'ose dire, à part le Boeg-Mogdad, qui est une navigation saisonnière, remonte à 1967. Ce fleuve est un lien. C'est pourquoi je dis que c'est le projet le plus structurant. C'est un axe de communication naturel. Les populations de Podor, Matam, ailleurs, au Sénégal, en Bidédi, attendent ce projet pour que revivent toutes ces escales-là. Mais pour que les échanges soit encore beaucoup plus dense entre les populations des deux rives, mais pour que le Mali, vous l'avez dit, qui n'a pas de façade maritime et qui souffre extrêmement de cet enclavement-là, qui puisse, avec la synergie, vous savez, aujourd'hui, le port de Dakar, c'est un secret pour personne, c'est le port de référence du Mali. Mais imaginez que ce port soit couplé au port de Saint-Louis, et au port de Ndiago, parce qu'il y a un autre port qui est en train d'être construit en Mauritanie. Mais moi, je ne vois pas dans la création de ces infrastructures-là une compétition négative. J'y vois plutôt une complémentarité à rechercher. C'est pourquoi les études ont été faites et ont prouvé que si le projet de navigation aujourd'hui est mis en œuvre, c'est un accroissement d'1,5% à 2% la croissance dans les pays, notamment le Sénégal et la Mauritanie. Les mines de fer, les mines de phosphate de Matam ou de Bofal en Mauritanie, mais ces mines-là ne sont pas exploitables économiquement, en tout cas au mieux. Si on ne rend pas le fleuve navigable, vous avez tellement d'opérateurs qui nous sollicitent pour dire mais faites, nous viendrons, parce que ça c'est la deuxième phase, la phase minéralière. Donc ce projet Cannes, il sera réalisé, Inch'Allah. Alors, un dernier mot, c'est la fin de l'émission, on arrive donc au terme. Une guerre de l'eau ou une guerre pour l'eau, c'est pas envisageable. Où? Ici, au sein des États membres de l'OMVS. Non, fort heureusement. Parce que je vous l'ai dit, je vous dis très honnêtement, et ça c'est la vérité, le socle de l'OMVS, c'est un socle solide. Il a résisté à tout. Il a résisté aux dissensions entre les États, souvent vite dépassés d'ailleurs, parce que c'est ça aussi les problèmes du voisinage. Le fleuve est un trait d'union, mais plus c'est une artère vitale. Et les pays l'ont compris. C'est pourquoi la coopération au niveau de l'OMVS, c'est une coopération dynamique. Elle n'est pas fondée, contrairement à ce que les gens pensent, à un consensus bénin. C'est un consensus réel. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous sommes d'accord sur l'essentiel, la préservation du fleuve Sénégal pour en faire un vecteur de développement. Je vais finir là-dessus. Parce que je suis africain, parce que je pense que l'Afrique, malheureusement, n'offre souvent que des spectacles désolants. Du moins, c'est l'image qu'on tente de décrire. Mais l'Afrique démontre par l'OMVS qu'il y a des capacités de se mettre véritablement ensemble. Parce que sans intégration, disons-nous clairement les choses, on ne se développera jamais. L'Europe, après l'une des guerres les plus terribles, a créé l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne à partir de la Commission du charbon et de l'acier. Nous, avec les eaux du fleuve, on est en train de tisser un fil. On n'est pas allé à l'intégration politique, mais il viendra un jour, à partir de l'intégration de nos économies, à partir de la mise en commun de cette ressource centrale. Et c'est sur cette note que s'achève ce numéro de la valise diplomatique consacrée à l'eau dans le bassin du fleuve Sénégal que partagent donc le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée. Notre invité c'était Ahmed Diané Semega, haut commissaire donc de l'OMVS, à la technique Khadija Loum, au montage Maxime Sen, sur des notes musicales de Cherlo avec le titre qui est devenu un classique, Ndor. Merci d'avoir suivi et à très vite pour un nouveau numéro de la valise diplomatique.